Alors que vous flânez dans une sombre et mystérieuse échoppe qui était absente hier, vous vous trouvez irrésistiblement attiré par un parchemin poussiéreux traînant sur un opportun présentoir. Mais lorsque lentement vous l'ouvrez, craignant qu'un ancien sortilège n'en jaillisse, le parchemin se révèle être vierge. Décontenancé, vous le reposez, mais celui-ci s'anime et se déroule. Des mots s'inscrivent comme par magie, et une calligraphie ancienne apparaît progressivement malgré l'absence de plumes. Vous lisez intérieurement les lettres qui se tracent à mesure que vos yeux glissent sur les phrases. Tagazok à vous! Dans mon monde, c'est le vœu de santé et de bonheur. N'essayez pas de résister à mon emprise, laissez-vous guider par les mots, car ils sont source de bonheur comme de malheur, d'apaisement comme de souffrance. Alors plongez dans cette histoire contée pour vous seul. Il s'agit d'Arthas, l'ascension du roi Lich, par Christie Golden, et c'est ainsi qu'elle commence. Le vent hurlait comme un enfant qui souffre. Les broches-pelles se blottissaient les uns contre les autres pour se tenir chaud, leur épaisse toison hirsute les protégeant du plus gros de la tempête. Le troupeau formait un cercle autour des plus jeunes, frissonnant et bêlant. Les têtes des bêtes adultes, couronnées de bois massif, étaient baissées vers la terre enneigée, les yeux fermés dans une tentative pour se protéger de la neige tourbillonnante. Leur propre souffle givrait leurs museaux, tandis que, leurs sabots solidement ancrés dans le sol, ils enduraient la tempête. Dans leurs tanières respectives, les loups et les ours attendaient la fin du blizzard, les uns profitant du réconfort de leur meute, les autres solitaires et résignés. Tiraillés ou non par la faim, rien ne les ferait sortir de leur refuge jusqu'à ce que le vent ait cessé de hurler et que la neige aveuglante se soit arrêtée de tomber. Le vent rugissant depuis l'océan frappait le village de Kamagua, déchirant les peaux tendues sur les cadres en os de créatures marines. Quand la tempête surgissait, les roars qui avaient établi leur demeure en ces lieux depuis des temps immémoriaux savaient qu'ils devraient réparer ou remplacer filets et pièges. Leur logis, aussi robuste soit-il, était à chaque fois endommagé quand cette tempête survenait. Ils s'étaient tous rassemblés dans la grande habitation collective, creusée profondément dans la terre, lassant fermement les battants en prévision du blizzard et allumant des lampes à huile qui répandaient une légère fumée. L'ancien Hatuik attendait dans un silence stoïque. Il avait vu nombre de ces tempêtes au cours des 7 dernières années. Il avait vécu longtemps, la taille et la teinte jaune de ses défenses et les rides de sa peau brune en attestaient. Mais ces tempêtes étaient plus que des tempêtes, elles étaient surnaturelles. Il jeta un regard aux jeunes, tremblant non de froid, pas les roards, mais de peur. « Il rêve !» murmura l'un d'entre eux, les yeux brillants, les moustaches hérissées. « Silence !» aboya Hatuik, plus brutalement qu'il n'y comptait. L'enfant, surpris, se tut, et les hurlements du vent furent à nouveau le seul son résonnant dans la hutte. Il s'éleva comme de la fumée, ce profond mugissement, sans mots, mais si significatif. Un chant porté par une douzaine de voix. Le son des tambours et le cliquetis de l'os frappant l'os rythmaient férocement l'appel sans mots. La palissade de pieux et de peaux entourant le village Tonka déviait la plus grande partie de la colère du vent, et les solides huttes, leurs toits incurvés formant une voûte intérieure spacieuse, protégeaient leurs occupants des épreuves de cette terre. On entendait toujours les hurlements du vent par-dessus les sons du rituel ancien et immuable. Le danseur, un chaman du nom de Kamiku, fit un faux pas et son sabot glissa. Il se reprit et continua. Concentration. Tout était question de concentration. C'était ainsi que l'on dressait les éléments et qu'on leur arrachait leur obéissance. C'était ainsi que son peuple survivait sur une terre rude et sans merci. La sueur humidifiait et assombrissait sa fourrure tandis qu'il dansait. La concentration plissait ses grands yeux bruns, ses sabots puissants trouvaient à nouveau leur rythme. Il secoua la tête, ses courtes cornes fendant l'air et agita la queue. D'autres Tonka dansaient à ses côtés. Leur chaleur corporelle et celle du feu, brûlant vivement malgré les flocons et le vent soufflant depuis le trou d'aération du plafond, gardaient la hutte chaude et agréable. Ils savaient tous ce qui se passait à l'extérieur. Ils ne pouvaient pas contrôler ces vents et cette neige comme ils pouvaient le faire habituellement. Non, c'était son œuvre. Mais ils pouvaient danser, festoyer et rire au mépris de l'assaut. Ils étaient des Tonka, ils allaient endurer. Le monde était déchaîné à l'extérieur, bleu de glace et blanc de neige, mais dans le grand hall, l'air était tiède et il n'y soufflait aucune brise. Une cheminée assez grande pour qu'un homme puisse s'y tenir debout était emplie de bûches épaisses.
le seul son audible provenant des craquements de leur combustion. Sur le manteau orné de la cheminée, sculpté d'images de créatures fantastiques, étaient montés les bois géants d'un broche-pelle. Des têtes de dragons sculptées servaient d'appliques, portant des torches dont les flammes brûlaient vivement. De grosses poutres soutenaient la salle des fêtes qui aurait pu accueillir des douzaines d'hommes. La lueur orangée des feux refoulait les ombres dans les coins. La pierre froide du sol était recouverte de fourrures épaisses d'ours polaires, de broche-pelles et d'autres créatures. Une longue et lourde table sculptée occupait la majeure partie de l'espace dans la pièce. 3 douzaines d'hommes auraient pu s'y attabler confortablement, mais seules 3 silhouettes s'y trouvaient pour l'heure. Un homme, un orc et un garçon. Rien de tout ceci n'était réel, bien sûr. L'homme assis à la place d'honneur le comprit. Il se trouvait dans un fauteuil qui n'était pas tout à fait un trône, taillé dans des os de mammouth, légèrement surélevé par rapport aux 2 autres protagonistes. Il était en train de rêver. Il rêvait depuis très très longtemps. Le hall, les trophées de broche-pelle, le feu, la table, l'orc et le garçon, tout ceci faisait partie de son rêve. L'orc à sa gauche était assez âgé, mais toujours puissant. Le feu orangé et la lueur des torches vacillaient sur l'horrible image qu'il portait sur son visage aux mâchoires protubérantes, celle d'un crâne peint. Il avait été un chaman, capable de commander aux éléments et d'exercer de vastes pouvoirs, et même encore maintenant, il demeurait intimidant. Le garçon ne l'était pas. Par le passé, il se pouvait qu'il ait été séduisant, avec ses grands yeux verts comme la mer et ses cheveux dorés. Mais le passé était le passé. Le garçon était malade. Il était maigre, si émacié que ses os semblaient menacer de traverser sa peau. Ses yeux, autrefois brillants, étaient creusés, recouverts d'un film grisâtre. Des pustules marquaient sa peau, éclatant et suintant d'un fluide vert. Il avait la respiration difficile et sa poitrine se soulevait de manière saccadée alors qu'il haletait. L'homme pensait presque voir les battements laborieux d'un cœur qui aurait dû vaciller il y a longtemps mais qui persistait à battre. « Il est toujours là !» dit l'orc, levant le doigt en direction du garçon. « Il n'en a plus pour longtemps !» dit l'homme. Comme pour confirmer ses dires, le garçon commença à tousser. Du sang et du mucus éclaboussèrent la table face à lui, et il essuya sa bouche pâle d'un bras trop fin, vêtu de riches tissus en haillons. Il inspira pour parler d'une voix hésitante. L'effort l'éprouva visiblement. « Tu ne l'as pas encore gagné. Et je vais te le prouver. »« Tu es aussi sot que têtu !» gronda l'orc. « Cette bataille est gagnée depuis longtemps. » Les mains de l'homme se serrèrent sur les bras de son fauteuil tandis qu'il écoutait tous deux. Cela avait été un rêve récurrent au cours de ces dernières années. Il le trouvait maintenant plus fatigant que distrayant. « Cette lutte commence à m'ennuyer. Finissons-en une fois pour toutes. » L'orc ricana en regardant le garçon, sa tête de mort grimaçant hideusement. Le garçon toussa à nouveau, mais ne trembla pas devant le regard de l'orc. Lentement, avec dignité, il se redressa, ses yeux laiteux dardant tour à tour l'orc et l'homme. « Oui, dit l'orc, cela ne sert à rien. Bientôt il sera temps de s'éveiller et avancer une fois de plus dans ce monde. » Il se tourna vers l'homme, les yeux luisants. « Marcher à nouveau sur le chemin que tu as pris. » Le crâne sembla se détacher de lui-même de son visage, flottant au-dessus de celui-ci comme une entité distincte, et en écho à ce mouvement, la pièce changea. Les appliques gravées, qui un instant auparavant n'étaient que de simples dragons de bois, ondulèrent et se balancèrent, s'éveillant à la vie, et tandis qu'ils secouaient leur tête, les torches dans leur bouche éclatèrent et lancèrent des ombres grotesques et dansantes. Le vent hurla à l'extérieur, et la porte du hall s'ouvrit violemment. La neige tourbillonna autour des 3 individus. L'homme ouvrit les bras et laissa le vent glacé l'envelopper comme une cape. L'orc rit, le crâne flottant devant son visage, émettant ses propres éclats de rire démoniaques. « Laisse-moi te montrer que ton destin s'ancre en moi, et que tu ne peux connaître le vrai pouvoir qu'en l'éliminant. » Le garçon fragile et frêle avait été éjecté de sa chaise par les violentes rafales d'air froid. Il faisait maintenant de violents efforts pour se redresser, tremblant, sa respiration de plus en plus saccadée, tandis qu'il se débattait pour regrimper sur sa chaise. Il jeta un regard à l'homme, chargé d'espoir, de peur et d'une étrange détermination. « Tout n'est pas perdu, » murmura-t-il.
et malgré les rires de l'orque et du crâne, malgré le hurlement du vent, l'homme l'entendit. Soudain, alors que vous souhaitiez connaître la suite de cette histoire, le parchemin vous libère de son emprise, et les mots s'effacent progressivement, le document redevenant inerte. Vous vous sentez libéré mais insatisfait. Peut-être qu'un autre jour, le parchemin s'animera à nouveau. En tout cas, vous décidez de l'acheter au vieux vendeur aussi poussiéreux que ses antiquités, qui d'ailleurs ne semble pas regretter de s'en séparer. Votre trouvaille en poche, vous retournez à votre vie qui semble alors bien moins attrayante.